Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans cet épisode, nous mettons à l'honneur une femme engagée pour son territoire et à qui tout réussit, Marianne Guyader, la dirigeante de la conserverie Groix et Nature. Celle qui poursuit l'épopée familiale depuis 2015 nous partage sa vision des bons produits cuisinés à l'ancienne, mais aussi les difficultés lorsqu'on développe une entreprise sur une île. Dernière conserverie de l'île de Groix, elle contribue à dynamiser le territoire qui attire de plus en plus d'entreprises. Durant notre conversation, Marianne vous livre les ingrédients du succès de Groix et Nature. Un plaisir pour les papilles comme pour les oreilles. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marianne. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre ici à Lorient pour un nouvel épisode de Plein Phare consacré à ton entreprise Groix et Nature. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous présenter Groix et Nature, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Marianne Guyader. J'ai 37 ans, 2 enfants et je dirige la conserverie Groix et Nature qui est située sur l'île de Groix, donc juste en face de Lorient, à 45 minutes en bateau. La conserverie a été créée en 2000, cela fait donc 23 ans maintenant qu'elle existe. Comment s'est passée sa création ? Alors, Groix et Nature est avant tout une histoire d'homme et une histoire familiale, c'est-à-dire que l'entreprise a été créée par mon père, Christian, donc en 2000. Et donc, Christian cherchait vraiment à avoir un projet qui soit différenciant, un projet qui soit humain. Et il a rencontré le maire de Groix qui lui a expliqué toute l'histoire de l'île de Groix et notamment l'histoire de la pêche au thon. Et donc, c'est ce qui l'a vraiment séduit dans ce projet parce que Groix, au siècle dernier, comptait jusqu'à 5 conserveries. Et aujourd'hui, Groix et Nature est la dernière en activité. Donc, Groix et Nature, c'est vraiment construit étape par étape et a réussi à se développer sur le territoire groisillon. Tu as repris l'entreprise de ton père donc en 2015. Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre la suite et de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale ? C'était un vrai challenge et un défi. Et en fait, ce qui m'a donné envie, il y a plusieurs choses. La première, c'est vraiment l'histoire de l'entreprise, l'histoire de Groix et Nature. Moi, j'avais 15 ans quand ce projet a démarré. Donc, il y avait un affect qui était très fort. Ouais. J'ai ensuite fait des études dans le commerce international, puis une école de commerce. Et finalement, j'ai toujours gardé dans un coin de mon esprit cette histoire, cette entreprise qui est Groix et Nature. Et de par les expériences que j'ai pu avoir dans d'autres domaines, je me suis rendu compte que, étant de nature plutôt gourmande et gourmet, l'agroalimentaire était un domaine que je trouve passionnant et vivant parce qu'il y a toujours une idée de que va-t-on manger demain, comment on va travailler le produit. Et en fait, Groix et Nature correspondait finalement à beaucoup des valeurs que je portais assez naturellement en moi et ça a été un challenge passionnant à mener. Et du coup, tu n'as pas eu envie de créer ta propre entreprise de A à Z En fait, quand l'histoire est belle, je trouve que ça a aussi du sens de la faire perdurer. Et aujourd'hui, comme je disais, on est la dernière conserverie en activité. Il y a quand même un devoir de mémoire et un travail sur tout ce qui est en fait en lien avec le patrimoine culinaire de Groix. Ouais. Une des plus beaux succès qu'a eu l'entreprise, c'est qu'on a été reconnue entreprise du patrimoine vivant, justement parce qu'on maintient encore la main, les gestes de l'homme. Et créer est toujours très intéressant, mais j'estime que je dois continuer à créer, même si l'entreprise, je ne suis pas à l'origine. Et en plus, quand l'entreprise a une histoire familiale, c'est encore, à mon sens en tout cas, plus joli de pouvoir intégrer un projet qui a déjà beaucoup d'histoire. Et comment s'est déroulée la passation, justement ? Oh bien, c'est une passation qui, je pense, a été plutôt bien vécue parce que ça fait 10 ans que je travaillais dans l'entreprise. Ouais. Donc on a eu le temps d'en parler, on a eu le temps aussi, chacun, de trouver nos marques en fait dans cette transmission. Et puis, écoutez, quand vous rachetez une entreprise dans le cadre familial, il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions parce que la personne qui est votre responsable toute la semaine restera et surtout votre père en fait. Ouais. Donc, c'était un point pour Christian comme pour moi qui était important que ça se fasse d'une façon positive.
Est-ce que ça ne met pas plus de pression justement de reprendre une entreprise familiale plutôt qu'une entreprise lambda qu'on découvre comme ça et qu'on décide de racheter? Alors moi, je ne l'ai pas pris comme tel. Justement, quand on parlait tout à l'heure de pourquoi racheter une entreprise familiale, non pas en créer une, c'est-à-dire que j'ai eu le temps aussi d'amener un process d'idées qui me sont propres et une façon aussi de travailler et d'évoluer de l'entreprise. Donc la pression, il faut qu'elle soit positive en fait. Il faut qu'elle se transforme en challenge et puis en vision et en ambition en fait pour Groix et Nature dans les années à venir. Ouais. Et aujourd'hui, ton père continue de travailler un petit peu pour Groix et Nature ou il a complètement lâché les rames? Non, pas du tout. C'est vrai que quand j'ai racheté l'entreprise, on était clair aussi là-dessus. C'était le bon moment en fait pour cette passation. Et j'étais directrice générale de l'entreprise depuis 2015. Donc c'est un process qui a peut-être été long, mais qui a permis à la fois aux équipes comme à nous de bien intégrer cette transmission et ce projet. Groix et Nature produit des rillettes, des sardines, des huiles, des soupes et même des pâtes. Quels sont les produits qui ont le plus de succès? Alors, on a différents produits qui sont plébiscités. Je citerai tout d'abord la rillette de coquille Saint-Jacques, parce que la rillette de coquille Saint-Jacques a fait la renommée de Groix et Nature en tant que conserverie qui justement travaille en s'adaptant en matières premières. Quand vous allez goûter une rillette de coquille Saint-Jacques, elle est fibreuse d'un point de vue texture, vous retrouvez la vraie texture de la coquille Saint-Jacques. On est en Bretagne, il n'y a pas de secret. La coquille Saint-Jacques est rissolée dans du beurre. Ça fait toute la différence et c'est vrai que c'est devenu un produit très important dans notre gamme. Autre produit emblématique, l'huile de homard, où là on a vécu en 2012 un lancement complètement incroyable parce qu'on a été primé sur des salons agroalimentaires au niveau d'innovation, que ce soit en France mais également à l'étranger. Donc ça nous a fait rentrer dans une dynamique qui était totalement différente et c'est devenu aujourd'hui vraiment un produit emblématique de la conserverie. Et si je rajoutais un autre produit ou une autre gamme, c'est la gamme du pâté d'étonnier. Parce que là, on rend vraiment hommage au patrimoine culinaire de Groix en associant du thon. Donc le thon, c'est le poisson emblématique de Groix. Si vous avez la chance de vous promener sur l'île, le clocher de l'église, vous verrez non pas un coq, mais un thon. Et donc, on associe ce thon avec du porc. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait évidemment beaucoup de thon qui débarquaient sur Groix. Ouais. Et en revanche, le porc était assez limité. Chaque famille avait un porc et donc on allongeait le pâté classique avec du thon. Donc c'est des recettes hommage et qui donnent aussi du sens et qui ont totalement leur place dans notre gamme. Alors sans transition justement, les produits sont cuisinés à l'ancienne. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors ça signifie surtout de valoriser la matière et de valoriser la main de l'homme. Il y a deux choses qui sont importantes, c'est vraiment dans une conserverie, on va s'adapter à la matière. Si vous prenez le maquereau, on va le fumer, on va enlever la peau à la main. Quand on va travailler du foie de lotte, là encore, on va le dénerver à la main. C'est toutes ces étapes. La sardine va être confite au four. Donc, on adapte vraiment notre façon de cuisiner et on peut le faire grâce à la main et à l'œil des hommes et des femmes avec qui je travaille au quotidien, qui ont une vigilance vraiment très forte en fait sur la façon dont on cuisine nos produits. Et c'est aussi à une époque où finalement tout va très vite, savoir prendre son temps. Parce qu'il y a des étapes en cuisine. À l'ancienne, ça veut dire aussi un peu respecter la façon dont on cuisinait avant. Et là, il n'y avait pas de secret, c'était savoir prendre le temps. Et on s'octroie quasiment ce luxe aujourd'hui de prendre le temps sur les étapes qui sont essentielles. Et en mécanisant la production, on n'aurait pas la même qualité ? Alors, on mécanise les parties sur lesquelles la main de l'homme n'a pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand vous dosez une rillette, vous avez besoin d'avoir un dosage qui soit tout le temps le même. Bien sûr, ouais. Donc là, la mécanisation est un avantage, mais sur la cuisine, non, l'homme est un incontournable pour pouvoir justement se dire une longe de thon, est-ce qu'elle est bien calibrée ? Quand on fait un plat cuisiné et qu'on tranche une longe de thon, là encore, c'est vraiment nos cuisiniers, quand ils vont préparer la matière première, qui vont pouvoir aussi juger de la qualité des produits que nous travaillons au quotidien. Est-ce qu'il y a une différence entre la cuisine insulaire et la cuisine du continent ? La passion dans la cuisine insulaire, bien évidemment. Non, il y a des ingrédients, vous avez des éléments que vous pouvez trouver. Par exemple, sur Groix, on a du piment.
C'est peut-être pas très connu, mais il y a du piment groisillon. Piment sur groix. Oui, tout à fait. Il y a du piment sur groix. Donc, chaque île a aussi des modes de cuisson que l'on peut retrouver qui sont aussi plus ancestrales. Et ça, c'est du temps à parler avec les habitants insulaires et tous ces secrets de cuisine que l'on peut retrouver. Est-ce que vous élaborez régulièrement des nouvelles recettes ou est-ce que vous misez sur ce qui marche ? Tu parlais des rillettes de coquille Saint-Jacques tout à l'heure, par exemple. Ah bah non, c'est hyper important dans la cuisine de savoir se renouveler, à la fois de se dire qu'est-ce qu'on peut créer, sur quoi on peut innover. Cette année, on a sorti une rillette de langoustine au safran breton. Donc là, l'innovation, c'était vraiment d'aller chercher une matière qu'est le safran en Bretagne, avec un fournisseur qui est à Pouldreuzic. Donc, vous voyez, c'est en constante évolution. Et là, c'est vrai que on est sur de la projection de ce qu'on va manger demain et puis comment on peut surprendre nos consommateurs, comment on peut éveiller les papilles des fins gourmets qui achètent nos produits. Comment on se dit justement, je vais lancer une rillette de langoustine plutôt que, je sais pas, une rillette de maquereau ou de cabillaud Comment est-ce qu'on choisit le nouveau produit ? Il y a plein de critères qui peuvent rentrer en compte. Il y a un premier critère qui est la disponibilité de la matière première. Nous, on a un engagement de se sourcer au plus proche de nos côtes. Donc, on est à 100% en Atlantique Nord-Est, mais sur beaucoup de matières, on est même en pêché en Bretagne. La sardine, on a un accord tripartite avec un pêcheur, nos ormeaux viennent de Groix, les moules viennent de Groix. Donc, il y a un premier choix qui peut être un engagement vis-à-vis de la zone de pêche ou de la zone du sourcing du produit. D'accord. Et après, ça peut être des grandes tendances de consommation. Aujourd'hui, on voit que l'apéritif, il y a le tartinable, mais il n'y a pas uniquement du tartinable. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a sorti l'année dernière des ormeaux marinés au piment de Groix, où là, on était vraiment dans un esprit plus de partage, quasiment de tapas apéritive, version bretonne et version groisillonne. D'accord. Tu possèdes 3 boutiques, donc 2 à Groix, dont l'atelier de production, et une à Lorient qui fait également bistrot. Est-ce qu'elles fonctionnent bien les 3 ? Oui, sinon on ne les aurait pas laissées ouvertes. Mais oui, bien sûr, en fait, elles fonctionnent sur des concepts qui sont différents. En fait, à Groix, vous êtes sur une boutique qui est située sur le port, qui est une boutique qui est plus saisonnière parce qu'elle est ouverte 6 mois de l'année. Où là, vous allez trouver bien évidemment les produits de la conserverie, mais aussi des produits de l'île de Groix, parce que Groix est très dynamique, et donc vous allez avoir la bière de Groix, des biscuits de Groix, donc on les retrouve dans la boutique. Et à Lorient, vous avez le comptoir Groix et Nature, qui est un concept que j'ai créé donc en 2019, où là, vous êtes vraiment sur un lieu de vie qui associe épicerie fine insulaire, bistrot et cantine. Donc c'est vraiment aussi l'opportunité de découvrir nos produits, cuisiner, travailler, et avec toujours les mêmes engagements que l'on peut retrouver chez Groix et Nature, c'est-à-dire un engagement vis-à-vis du territoire, le goût des produits, une carte courte. Donc c'est 2 concepts qui sont légèrement différents, il y a des valeurs qui sont similaires, mais qui fonctionnent tous les 2 sur Groix et Lorient. Comment est née justement cette idée de créer un bistrot ? Est-ce que c'était pour toucher une cible un petit peu différente ? Alors l'idée... Vraiment, en toute honnêteté, si tu veux, l'idée est née d'une question que l'on nous posait très souvent en fin de rendez-vous, un petit peu en catimini. La question était la suivante: en vrai, où est-ce que vous produisez ? À Groix, sur l'île de Groix. Et donc, on a travaillé en se disant, mais mince, il faut vraiment expliquer comment on travaille. Et le comptoir laisse un champ de communication et d'explication de nos produits qui est très vaste. Et le concept est né de cette façon, puis après avec l'envie aussi de se dire, en France, la consommation de la rillette, qui est la gamme principale en fait que nous travaillons aujourd'hui, c'est sur du pain. C'est très français. Finalement, quand vous allez dans d'autres pays, on va faire des chromesquis à base de rillettes, on va utiliser de la rillette comme support, faire des maquis par exemple, des maquis de rillettes de coquille Saint-Jacques avec du poireau. Il y a un champ des possibles qui est beaucoup plus large. Et le fait d'avoir nous aussi cette capacité à proposer des recettes avec nos produits travaillés de façon différente, c'était une nouvelle façon pour nous de faire découvrir Groix et Nature, de se renouveler. Et évidemment, de faire découvrir à des personnes qui peut-être n'auraient pas de prime abord découvert les produits, de leur présenter notre gamme d'une façon différenciante.
Est-ce que tu envisages d'ouvrir d'autres boutiques Groix et Nature en Bretagne ou ailleurs en France ? Oui, j'aimerais beaucoup. Alors déjà en Bretagne, après en France, et puis pourquoi pas dans le monde, n'ayons pas peur. Mais voilà, ça prend du temps parce que ce concept, là encore, c'est un concept qui prend du temps en termes de développement. Mais évidemment, c'est dans les projets que j'ai pour Groix et Nature. Pour 2023 ou quelques années encore de développement seront nécessaires pour une autre boutique ? On peut être optimiste et se dire 2023. Super, on reste à l'affût. Les produits sont aussi disponibles chez les revendeurs, notamment des épiceries fines ou des supermarchés. Est-ce qu'il y a un canal de distribution qui fonctionne mieux que les autres ? Non. Alors, en fait, j'ai toujours voulu proposer les produits Groix et Nature sur différents circuits de distribution et ne pas en privilégier un. Par contre, en fait, on segmente nos gammes en fonction des demandes sur ces différents circuits, ce qui nous permettait aussi de pouvoir répondre au mieux à la demande de ces différents circuits. Donc on va être effectivement présent en épicerie fine, on va être présent en GMS, on va être présent à l'étranger, sur des produits et des demandes qui peuvent être différentes. Et c'est aussi assez challengeant parce que ça demande aux équipes, en termes de réflexion des produits que l'on peut sortir, de vraiment être à l'écoute de chaque marché et de capter aussi les demandes que l'on peut avoir et les remontées que l'on peut avoir de la part de nos clients. Ça pose pas de problème en termes d'image de marque de se retrouver à la fois en supermarché, qui peut donner du coup une image un petit peu plus faible, un petit peu plus bas de gamme, et en épicerie fine, où là l'image est beaucoup plus premium. C'est pas difficile de jongler. À mon sens, non, pour une des valeurs que l'on porte, qui est la transparence. C'est-à-dire que transparence de nos produits, donc là c'est une transparence derrière l'étiquette, les produits que l'on met à l'intérieur, les ingrédients que l'on met, mais transparence commerciale aussi. Ne pas s'inventer différents noms d'entreprises alors que c'est le même site qui produit. Ouais, je trouve que c'est beaucoup. Effectivement. Oui, mais moi je trouve que c'est plus transparent, peut-être plus honnête aussi, de dire oui, on s'appelle Groix et Nature, mais il y a des valeurs et des engagements qui sont très forts. Entreprendre sur une île, c'est un engagement du quotidien parce que une île, c'est un territoire économiquement très fragile. Donc en fait, si vous voulez, moi je ne veux pas me cacher derrière des concepts. On s'appelle Groix et Nature. On a une qualité produit Groix et Nature et des gens passionnés et des gens passionnants, on en trouve en GMS, on en trouve en épicerie fine et je trouve que ce serait mettre chacun de nos clients dans des cases et ce n'est pas dans la façon de voir les choses. Vous vendez en boutique, vous vendez chez les revendeurs et vous vendez également sur Internet. Quelle est la part du site e-commerce dans votre chiffre d'affaires ? Alors aujourd'hui, on est sur une part assez confidentielle de notre chiffre d'affaires qui doit être autour de entre 5 et 10%, parce que ça prend du temps de structurer en fait la démarche du site e-commerce. Ça demande de l'organisation en interne, tout simplement, préparer les colis, que ça arrive à bon port, de la bonne façon. Donc c'est un super sujet parce qu'il est vraiment très global dans l'entreprise. Et puis après, c'est de se dire comment on capte dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, acheter des vêtements sur Internet, on le fait facilement, c'est même rentré dans les usages. Sur de l'agroalimentaire, il faut expliquer, il faut vraiment pouvoir et donner envie aux consommateurs d'aller goûter parce que on goûte un produit avec les yeux avant de le goûter à l'apéritif dans notre cas. Et c'est vrai que c'est un circuit que l'on travaille. Tu le disais tout à l'heure, tu as fait des études en commerce international, tu parlais d'export tout à l'heure. Est-ce que vous vendez à l'export et si oui, quelle est la part réalisée à l'international ? On vend à l'export, on a démarré l'export en 2012, après le lancement de l'huile de homard. On est arrivé un peu à la croisée des chemins, parce que quand vous démarrez à l'export, que vous êtes une PME, l'export au démarrage coûte très cher. Ouais. C'est un investissement au-delà même, je dirais, de ce que coûte l'export, c'est un investissement pour tous les services de l'entreprise. On n'imagine pas sur des sujets qualité tout ce qu'il est demandé avant d'entrer au Japon ou aux États-Unis. C'est des dossiers qui peuvent prendre plus d'1 an à être créés. Donc on a démarré en se disant on va aller le plus loin possible, d'obtenir des agréments sur le Japon, sur les États-Unis. Et aujourd'hui, on fait environ 10% de notre chiffre d'affaires sur ce secteur qu'est l'export, et principalement sur le grand export. Est-ce que tu aurais quelques petits tips, quelques petits conseils à donner à des entreprises alors du domaine de l'agroalimentaire ou pas, mais qui souhaitent se lancer dans l'export ou des écueils à éviter ?
Dans les écueils, c'est peut-être d'y aller trop vite et de faire attention sur l'export au one-shot, en fait, de se dire il y a une belle commande, mais après, il faut vraiment construire en trouvant un importateur ou un partenaire qui capte les valeurs de l'entreprise, qui a envie de les faire rayonner, qui a envie de cet investissement. Moi, la première fois que je suis allée en Chine, personne ne comprenait ce qu'était une rillette et comment on pouvait consommer une rillette. Donc, il faut faire preuve d'humilité face à son produit parce que quand on est en France, le produit est plus facilement compréhensible, en tout cas dans des produits agroalimentaires. Donc, mais ça permet, à contrario, de se remettre en question, d'avoir aussi un regard différent sur son propre produit qu'on pensait connaître de A à Z. Et c'est toujours des échanges qui sont hyper enrichissants et très intéressants. Donc le conseil, c'est ça. Et le deuxième conseil, c'est de savoir s'entourer. En Bretagne, on a la chance d'avoir différents organismes qui aident les entreprises à exporter. Donc nous, on s'est appuyé sur Bretagne Commerce International, qui nous a permis aussi d'éviter certaines erreurs de jeunesse à l'export. Et puis, ce que je disais précédemment aussi, bien évidemment, c'est il faut que l'export soit bien vécu et bien compris en interne aussi, parce que ça va des contre-étiquettes, il y a plein de choses à faire. Et pour que ce soit bien vécu, il faut bien communiquer aussi sur les attentes qu'on peut avoir par rapport à l'export. Est-ce que certains pays vous ont demandé de modifier vos recettes ? Alors, on a une gamme qui est quand même assez large. C'est-à-dire que vous allez avoir une rillette de Saint-Jacques qui va être quand même, d'un point de vue gustatif, plus douce en bouche qu'une rillette de sardines. Donc, on n'a pas eu de demande de modification de recettes d'un pays à l'autre. Par contre, on voit qu'il y a certains poissons qui vont être plus plébiscités sur certaines zones. Et à côté de ça, vous avez des poissons qui vont être aussi mondialement plus connus. Je pense au saumon, en crustacés, je pense au homard. Donc, en fait, c'est vraiment... on a une recette de merlu au chorizo qui a tout son sens parce que le merlu, c'est le poisson emblématique de l'Orient. D'un point de vue territoire, cette recette a tout à fait sa place dans notre gamme. Sur des pays étrangers, le merlu au chorizo, c'est pas ce qu'on va mettre en avant. Donc, c'est aussi d'adapter, et le fait d'avoir une gamme qui est assez variée permet de répondre aux demandes que l'on peut avoir en fonction des pays. Développer une entreprise qui plus est dans l'agroalimentaire sur une île, c'est pas facile, tu le disais tout à l'heure. Pour pallier à ce problème, Growatt Nature s'approvisionne au maximum auprès des producteurs iliens, donc ça tu en parlais aussi. Pour les autres produits, comment est-ce que vous faites ? Alors, une entreprise insulaire, il faut avoir un petit principe en tête, c'est qu'on vit au rythme des bateaux. Donc voilà, nous, c'est pas le métro, c'est le bateau. Ça veut dire qu'il faut anticiper au maximum. On fait des conserves, les conserves sont dans des bocaux en verre. On sait qu'aujourd'hui, le verre, c'est quand même un marché qui est assez tendu de par la situation actuelle. Il faut anticiper, il faut s'organiser. Globalement, avoir une entreprise insulaire, c'est vraiment... imaginer les différents cas de figure pour là encore bien réagir et bien les vivre au moment où on peut avoir des retards de réception et être en capacité à garder une autonomie sur l'île pour pouvoir permettre à l'atelier de production de continuer de travailler, même si, alors c'est très rare, mais cet hiver, le bateau n'est pas passé pendant plusieurs jours. Donc c'est très ponctuel, mais il faut quand même le garder en tête pour pouvoir... savoir comment réagir le jour où ça peut se produire. Oui, c'est une situation de crise, du coup, ce genre de choses, un bateau qui passe pas. Exactement. Et dans ce cas, comment vous faites le site est à l'arrêt Non, en fait, l'atelier de production, justement, on a de quoi tenir, en fait, pour pouvoir continuer à produire sur la semaine. D'accord. Et l'expédition des produits, elle se fait également depuis l'île ou pas ? Non, en fait, on a notre entrepôt logistique qui est situé à Lorient, justement pour pouvoir fluidifier les départs, parce qu'au démarrage de Growatt Nature, on n'avait pas d'entrepôt de stockage, et c'est vrai qu'on passait notre temps sur le port de Groix, parce que il ne faut pas louper les départs, il faut aussi... nous, quand même, on a à cœur de vraiment répondre dans les meilleurs délais à nos clients. Donc, il ne faut pas que la situation de la conserverie et la situation insulaire de la conserverie soit un frein dans le développement global de l'entreprise. Tu le disais en introduction, toutes les autres conserveries de l'île ont fermé, vous êtes la dernière. Il y a aussi peu d'entreprises qui s'installent sur l'île. Quels seraient, toi, tes arguments pour convaincre d'autres chefs d'entreprise d'investir sur l'île de Groix ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je trouve que les îles, justement, ces dernières années, ont été très dynamiques.
Je suis coprésidente de l'association Savoir-faire des îles du Ponant, qui regroupe les différentes îles du Ponant. Et on voit bien qu'il y a un renouveau insulaire au niveau de l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment une très très bonne nouvelle, parce qu'il faut qu'il y ait de la vie et de la vie économique toute l'année sur les îles. Donc sur Groix, on a en plus la chance d'avoir des beaux projets d'entreprise qui ont été créés. Hein. Je pense à la bière de Groix, il y a la biscuiterie Tidu d'Ibrez, il y a des restaurants qui sont ouverts à l'année, je pense au Bao sur l'île de Groix. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir, une île comme Ouessant est aussi très dynamique. Donc vraiment, ce renouveau insulaire, il faut avoir de la passion, des défis. En fait, aujourd'hui, mon ressenti, c'est qu'être chef d'entreprise, que vous soyez sur une île ou que vous soyez sur le continent, ça reste un défi. Maintenant, à mon sens, en tout cas, chef d'entreprise sur une île, il y a un supplément d'âme qui fait la différence. Et puis, il y a forcément, au-delà du rayonnement économique du rôle du chef d'entreprise, il y a ce rayonnement social. Ouais. Il faut apprécier cette partie-là et il faut vouloir le porter et le connaître et en tout cas y aller en connaissance de cause. Mais entreprendre sur une île, c'est vraiment une aventure humaine qui est incroyable. Quelles sont les qualités requises justement pour être chef d'entreprise sur une île par rapport au continent ? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences ? Non, je ne pense pas, parce que des bons chefs d'entreprise, il y en a sur le continent, et des mauvais chefs d'entreprise, il y en a sur les îles. Enfin, je veux dire, là encore, on va pas, je vais pas mettre des catégories et des cases. Non, faut avoir conscience en fait sincèrement, je pense que aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a par contre, en tant que chef d'entreprise insulaire, il y a un devoir de protéger et de tout faire pour valoriser ce territoire. Je parlais tout à l'heure que les îles étaient des territoires fragiles. Il faut en avoir conscience. Et là, par contre, en tant que chef d'entreprise, on peut avoir quelque chose à jouer, de se dire en termes d'énergie, comment est-ce qu'on va travailler, comment on peut être plus vertueux. Et ça, ce serait une différence qui serait peut-être plus forte parce que l'île reste un territoire qu'il faut vraiment protéger. C'est parfois difficile d'attirer des talents en Bretagne, donc un petit peu moins depuis le Covid, puisque la province est devenue miraculeusement attirante depuis ce moment-là. Est-ce que le fait d'avoir l'atelier sur l'île de Groix rend les choses encore plus difficiles pour attirer du monde ? Ou alors est-ce que vous travaillez essentiellement avec des Iliens ? Alors là encore, je ne dois pas être le bon exemple, c'est-à-dire que moi j'ai toujours rêvé de rester travailler en Bretagne en tant que bonne Bretonne. Je te comprends. Et que si on parle de recrutement, je pense que le recrutement n'est pas facile en Bretagne, n'est pas facile nulle part en fait, que ce soit insulaire ou pas. Je pense qu'il faut là encore pas rentrer dans ce schéma-là. C'est ce qui va faire venir des talents, ce qui va faire venir des personnes dans l'équipe. Il faut que ce soit les valeurs de l'entreprise et le projet qui est insufflé. Là, ça amène du sens. Et que vous soyez à Paris, à Toulouse, à l'île de Groix ou sur l'île Dieu, c'est à peu près, je pense, le même prisme aujourd'hui de ce qui est recherché, de ce qui peut être compris. Et après, nous, sur l'île de Groix, et en tout cas chez Groix et Nature, il y avait aussi ce pari de pouvoir embaucher des Groisillons et des Groisillonnes et d'avoir cet engagement à l'année en termes d'emploi. Et puis, il ne faut pas oublier que quand vous êtes dans un univers qui est fragile, une famille qui vit sur Groix, c'est aussi potentiellement des places à l'école, donc des classes d'école qui peuvent rester ouvertes. Bien sûr, donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment tout ce contexte-là en tête et qui pour moi prime sur beaucoup d'autres choses. Ouais, là, la responsabilité sociétale, c'est pas juste des mots pour faire bien sur un rapport, c'est vraiment la réalité du Exactement. Contexte. Et du coup, les employés Groix et Nature vivent sur l'île ? Alors vous avez une partie de l'équipe, oui, qui vit sur Groix, donc il y a 17 Groisillons et Groisillonnes. On a également des collaborateurs qui traversent au quotidien, parce que, comme je disais tout à l'heure, qu'une île vit au rythme des bateaux, je vous invite à traverser le matin entre Lorient et Groix à 8h05. Les bateaux sont quasiment pleins tous les jours. Vous allez avoir des personnes des écoles, justement, vous allez avoir des personnes des banques, du BTP, et c'est devenu un mode de transport qui est plutôt agréable et qui est totalement suivi au quotidien. Il y a une autre difficulté très actuelle, c'est le prix de l'énergie. L'industrie agroalimentaire en est fortement impactée et on se demandait comment vous en sortez, vous, chez Groix et Nature.
Alors, comment on s'en sort? On le subit plutôt que s'en sortir, donc voilà. Après, alors quand vous dites de l'énergie, il y a différents niveaux en termes d'énergie. Si je prends un exemple très concret, c'est l'eau. En fait, l'eau, on a eu un arrêté préfectoral au printemps dernier nous indiquant que l'on devait être très vigilant et on avait un critère à ne pas dépasser en termes de mètres cubes consommés par jour. Si vous voulez, et là encore on en revient un peu au principe alors à la fois d'une entreprise insulaire mais aussi des choses qui pour moi sont très importantes chez Grow & Nature, c'est cette démarche vraiment en lien avec notre planète et en lien avec les énergies. Donc il y a 2 ans on s'est fait accompagner d'un point de vue justement RSE sur des questions très pragmatiques. Et l'année dernière, on a participé à un programme de la CCI 56 qui s'appelle Ecodo pour faire une analyse de notre consommation d'eau. Donc en fait, si vous voulez, là, oui, on a des complexités qui sont importantes, qui sont inquiétantes au niveau de l'énergie, mais il y en a d'autres où on avait déjà en fait anticipé de par les valeurs et de par la façon dont nous travaillons. Et en fait, quand vous êtes dans cette démarche sur l'eau, quand vous avez la même démarche à faire sur l'énergie à travers le gaz, l'électricité, ça doit être une démarche qui est comprise et qui est globale. Donc oui, il faut être vigilant, il faut trouver des situations, mais surtout, la question, c'est demain comment les entreprises vont pouvoir produire leur propre énergie ou comment les entreprises vont pouvoir recycler et réutiliser les énergies qui sont produites. Donc c'est des sujets sur lesquels bien évidemment on travaille parce qu'ils sont vertueux pour demain, à la fois pour l'entreprise, mais au-delà de ça, pour le monde que l'on va laisser à nos enfants. Il faut que les entreprises, c'est maintenant et c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on prenne des engagements et qu'on arrive aussi à travailler d'une façon vertueuse. Tu as parlé tout au long de l'entretien à plusieurs reprises des valeurs, de la transparence, de l'humain. Est-ce que c'est ça les facteurs clés de succès de Grow & Nature ? Écoutez, ça, il faudrait peut-être aussi poser la question à nos clients de pourquoi ils travaillent avec nous. Mais je pense alors ça en fait partie et je crois qu'il y a... C'est toujours compliqué de répondre, je trouve, à cette question-là parce que moi, je pense qu'il y a évidemment la qualité de nos produits qui est plébiscitée, qui est reconnue. Mais bien évidemment, c'est porté par des valeurs, des projets d'entreprise. Mais je pense fondamentalement que c'est aussi le fait que ce soit porté par des hommes et des femmes qui m'accompagnent au quotidien et qui croient au projet de Grow & Nature et qui permettent à l'entreprise aussi de rayonner. Donc, une entreprise, c'est vraiment une recette avec un savant mélange de différents ingrédients. Et en tout cas, principalement, je pense que l'équipe est au cœur de ce qui fait le succès aujourd'hui de Grow & Nature. Et quels sont vos défis à venir en 2023 ? Alors 2023 est l'année du défi, tu as raison quand tu poses cette question. Mais là, il y a tellement de défis que ça prendrait un peu de temps à les lister. Mais non, globalement, je pense que pour les entreprises, il y a un vrai défi, c'est de se dire comment avancer dans ce monde qui est tellement complexe, qui est tellement changeant. On nous demande d'être agile depuis 2-3 ans. Il faut aussi garder le cap de la stratégie d'entreprise. Donc, c'est savoir capter des opportunités, savoir être là au bon moment, tout en ne perdant pas la genèse et l'histoire du projet. Ton modèle, c'est ta grand-mère. Quelles sont les valeurs et les enseignements qu'elle t'a transmis ? Alors, ma grand-mère m'a effectivement transmis beaucoup de valeurs. Et en avançant dans l'âge, je me rends compte qu'elle m'a transmis des choses différentes en fonction de ce que j'ai pu vivre. Je vous aurais pas répondu de la même façon à 20 ans que maintenant. Je pense qu'elle m'a transmis la valeur du travail, en fait, et d'être aussi tenace dans l'adversité, en fait, de se dire, là, ce qu'on vit là, oui, c'est pas rigolo, mais c'est pas grave, en fait. Elle arrive toujours à capter la lumière, même quand il n'y en a pas tout le temps, et je crois que ça, c'est bien, en fait, parce que le bonheur, ça se cultive. La notion de plaisir, il faut savoir le capter dans des moments, des fois, qui vont être très courts, très succincts, mais savoir s'en nourrir. Et c'est tous ces petits plaisirs simples de la vie qu'elle m'a transmis et qui me servent beaucoup aujourd'hui. De se dire, oui, des fois, il y a des petites choses qui vont faire la différence et qui vont permettre finalement de mener à bien un projet de beaucoup plus grande envergure. Donc, non, je peux que la remercier de tout ce qu'elle m'a transmis au fur et à mesure des années.
Merci beaucoup Marianne, on arrive à la fin de l'entretien. Juste pour finir, on va te poser les 3 dernières questions qui sont les questions récurrentes du podcast. D'accord. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? C'est dur, hein, pour une Bretonne, 100% bretonne qui adore la Bretagne, en choisir qu'un. Ah, c'est les 3 questions les plus dures de toute Oui. l'interview, hein. On te prévient. Alors, je ne vais pas choisir un endroit à Groix parce que ce serait trop facile. Donc, je vais choisir Botconant à Fouesnant. La plage, la petite crique de Botconant. Et pourquoi ce lieu ? Parce que j'y ai passé beaucoup de temps en étant adolescente et que je vis pas loin de Botconant. Et c'est un endroit où j'arrive toujours à déconnecter et qui est inspirant. Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ? Être bretonne, je pense que c'est être engagée, être bonne vivante, parce que je pense qu'en Bretagne, on a quand même ce plaisir. Et puis, je dirais, être bretonne, c'est aussi finalement être ouvert sur le monde, parce que j'ai la chance, de par mon métier, d'avoir pu voyager. Vous trouvez des Bretons et des Bretonnes partout dans le monde. C'est incroyable. Quelle est pour toi l'entreprise à suivre en Bretagne ? Quelle est l'entreprise qui t'inspire ? Il y a plein de belles entreprises et c'est une des grandes forces aujourd'hui, je pense, de la Bretagne, de réussir à travailler ensemble, de collaborer, d'avoir des projets qui soient vraiment dans une dynamique très responsable. Aujourd'hui, j'aurais cité l'entreprise 727 Selbag, qui est située à Lorient, donc juste en face de Groix, et qui va recycler des voiles pour leur donner une deuxième vie. Et en tant que consommatrice, aujourd'hui, je suis assez vigilante à d'où proviennent à la fois les ingrédients quand il s'agit d'agroalimentaire, mais là aussi de se dire sur du textile, de l'ameublement, c'est un beau pari et une belle entreprise que je vous invite à suivre. Ils étaient assez précurseurs, effectivement, en plus. Et avec laquelle tu travailles en plus, je crois, chez Groix et Nature. On a fait une collaboration, effectivement, avec 727 autour d'une petite panière dans laquelle on peut mettre des rillettes et qui se transforme en panière à pain. Super, merci beaucoup Marianne. Pour les auditeurs qui auraient encore quelques questions, est-ce que tu es présente sur certains réseaux sociaux ou est-ce que l'entreprise est présente sur certains réseaux sociaux ? Oui, tout à fait. Groix et Nature est présent sur Facebook et sur Instagram. Et est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site de Groix Nature pour ceux qui voudraient acheter quelques boîtes de rillettes par exemple ? Tout à fait, donc c'est www.groix, donc Groix, du 6 et du 6 à nouveau, nature.com. Super, merci beaucoup Marianne. Merci Marianne. Merci à vous. Merci à Marianne Guyader de nous avoir emmenés dans les coulisses de Groix et Nature. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Marianne, vous pouvez retrouver les liens de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt.